Bonjour à tous les fanas de lecture. Aujourd'hui on se retrouve pour parler... Mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben je trouve que ton émission est assez bas intellectuellement et j'avais envie d'élever le niveau. Et comme tu parles toujours de films et pas que des chefs-d'œuvre, j'avais aujourd'hui envie de parler de lecture. Bon alors, dans un premier temps je t'emmerde hein, et puis dans un second temps, t'es sûr que ça va marcher? S'il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent à ta chaîne avec ton contenu, je vois pas pourquoi ce serait pas pareil avec le mien. Bah va te faire foutre finalement. Bon, je reprends. Et comme je sais que vous êtes des aficionados du bouquin comme moi, aujourd'hui on va parler de deux œuvres littéraires majeures et magnifiques, en partant de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand et La princesse de Montpensier de Madame de Lafayette. Laquelle de ces deux œuvres servent le mieux pour caler une table? Eh ben c'est La princesse de Montpensier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop, Lucasfilm. Oh, on joue à inventer des mots qui n'existent pas? Clafoutis. Bah non du coup. Quoi? Mais t'as déjà rencontré quelqu'un à qui tu dis fais péter le clafoutis et qui te dit moi j'aime pas le clafoutis? Le clafoutis c'est Mais c'est pas la question! Lucasfilm est le studio de production de George Lucas, réalisateur du premier Star Wars, et sa boîte de production est connue pour des licences phares des années 80, comme Star Wars du coup, mais aussi Indiana Jones. Et vous savez qu'ils avaient déjà eu les droits pour réaliser un film Marvel? Mais non! Quel super-héros! Howard le canard. Oh. Ouais, on en parlera un jour. Mais Lucasfilm n'est pas seulement connu pour le film d'aventure avec Indiana Jones ou la science-fiction avec Star Wars. Si je puis me permettre, Star Wars n'est pas tout à fait de la science-fiction. La science-fiction, comme son nom l'indique, se rapporte à la science, une manière de penser typiquement humaine. Or, au début de ce chef-d'œuvre de Star Wars, nous pouvons dire dans une galaxie lointaine, très lointaine, et ce sont donc des extraterrestres, et donc il ne peut pas s'agir de science-fiction. On parlera alors plus de space opéra, une manière de penser... Le calvaire est fini. Mais c'était pas toi qui te déguisais en lui au départ? Il est devenu autonome. Donc, Lucasfilm n'est pas seulement connu pour le film d'aventure avec Indiana Jones ou la science-fiction, désolé les puristes, avec Star Wars, ils sont aussi connus pour l'heroic fantasy avec Willow de Ron Howard. Le film commence donc par Sears have foretold for the birth of a child. Oh non, du texte en anglais. Bon bah on va vous résumer tout ça hein. Et pour cela j'invoque le Clodo qui raconte les histoires. Bah non, c'est un +4 du Uno. Je sais, mais j'ai pas de carte Yu-Gi-Oh. Quoi? Oh merde. Bon, en gros, t'as la reine Bavmorda, c'est une pétasse astronomique, et là t'as une prophétie qui dit qu'en gros, il y a un bébé qui viendra lui détruire sa grande gueule. Alors, tu sais pas ce qu'elle fait, cette connasse? Elle capture toutes les femmes enceintes du royaume, et elle tue tous les bébés qui naissent pour tuer celui qui serait l'élu. Merci, Clodo. Tu es peut-être pauvre, mais ton verbe reste ta richesse. Je t'emmerde, hein, moi j'ai un prénom, c'est Sylvain Dominique François. Oula, c'est long, je t'appellerai par tes initiales. Bref, le film commence donc par le bébé en question qui naît avec la marque dessus. La marque noire. La mère de cet enfant conjure à la servante d'emporter le bébé loin de là avant que la reine des putes... Bon, en vrai, elle s'appelle Bavmorda, mais c'est une pute. N'arrive, et elle arrive, mais le bébé n'est déjà plus là. Bavmorda charge donc sa fille, Sorcha, de retrouver l'enfant, mais la sage-femme est déjà partie loin. Cependant, les espèces de chiens de la reine retrouvent la trace de la servante qui, pour protéger le bébé, l'envoie dans la rivière pendant qu'elle se fait bouffer par les yinches. Une histoire qui commence bien, donc. Et là, deux enfants nains trouvent le bébé. Non mais tu peux pas dire nain, tu dis personne de petite taille. Non mais y a que des nains, des personnes de petite taille dans ce film, je vais pas dire personne de petite taille à chaque fois, ça va être chiant. Bah appelle-les par les noms qu'ils ont dans le film. Bah oui, c'est pas con ça. Donc deux enfants nés Louis, hein, c'est le nom des nains dans le film. Oh misère. Découvrent le bébé et vont avertir leur père, un fermier du nom de... Star Wars. Eh non, dommage. C'était Willow. Et voit que c'est un enfant de taille humaine, Daikini dans le film. Les Daikini sont immenses. Ce sont des géants qui habitent très loin. Oh, et moi j'ai pas le droit de dire nain? Non mais vous avez vu, il nous a traités de géants. C'est hyper insultant. Pas vrai SDF? T'emmerdes. Moi aussi. Et Willow décide de... On va la repousser au fil de l'eau et faire comme si on ne l'avait jamais vue. Fin. Bon bah c'était rapide cette fois. Allez, remets-toi au boulot. Bon d'accord. Kaya, la femme de Willow, ramène le gosse à la maison et Willow commence à apprécier le bébé. Le lendemain, c'est la fête au village. Willow, qui veut devenir sorcier, fait des petits tours de passe-passe. Sauf que cela se termine mal, mais c'est l'heure... À la soupe!
Et non, le grand Alduin va choisir son apprenti. Le grand quoi? Le sorcier du village, avec de la vraie magie, hein, pas de la prédistibi... La prédistigitation. À mes souhaits. Les candidats se mettent en place et Willow en fait partie, mais tout le monde échoue au test. Le pouvoir de dominer le monde se trouve dans quel doigt? Y compris Willow. Pas d'apprenti cette année. Les chiens de Bavmorda arrivent et c'est la panique au village. Heureusement, les guerriers Nelwyn tuent les chiens. Willow comprend qu'ils sont venus chercher le bébé, alors il décide de l'emmener à l'assemblée du village pour savoir quoi qu'on fait. Le grand Alduin voit que le bébé n'est pas comme les autres et décide de... Consultez les ossements sacrés. Ah, plus 4, tu pioches. Et merde. Tu veux savoir ce que les ossements disent? Rien. Ha, je le savais, charlatan, c'est toi qui pioches. Mais le grand Alduin voit que Willow éprouve de l'amour pour cet enfant. Platonique l'amour, hein, cela va de soi. Et décide que Willow ira rapporter l'enfant au Daikini. Une équipe se forme donc avec le meilleur ami de Willow, le meilleur guerrier du village et le préfet dont je n'ai pas encore parlé mais qui est un véritable enculé. Quand je t'ai présenté mes doigts, quel a été ton premier mouvement? Me les foutre dans le cul? Le sorcier donne des glands magiques qui changent les gens en pierre à Willow et lui donne un dernier conseil. Confiez l'enfant au premier Daikini que vous verrez. Oui, bien sûr, c'est une excellente idée, pas vrai? Oui, confiez-moi l'enfant. Et voilà partie la communauté de l'enfant et ils arrivent sur le territoire d'Aikini. Faites comme chez vous, Mikasa et Tsukasa. Dans une des cages se trouve encore un mec enfermé et certains membres de la troupe veulent lui refiler le bébé. Hé, c'était les instructions du druide magicien là. Et je chérirai le bébé. Ouais, mais en fait, je crois que je préfère le confier à toi. J'en prendrai grand soin. J'adore les bébés, surtout avec de la mayonnaise. Bref, comme Burglecut C'est le connard de préfet là. veut retourner chez lui, il veut laisser le bébé au prisonnier, mais Willow refuse, alors Burglecut décide de partir. Tu es une crotte de troll. Et comme c'est le chef, tout le monde est obligé de partir, sauf Migosh, le meilleur ami de Willow qui reste avec lui. Les deux Nelwyn campent à côté du prisonnier qui se nomme Mad Martigan, et là une grande armée arrive. Mad Martigan reconnaît un des soldats qui l'informe que Bavmorda est en train de leur en faire baver. Ha! Et le bataillon s'en va aussitôt. Le prisonnier arrive à convaincre Willow qu'il va bien s'occuper de l'enfant. Sérieux? Ils libèrent Mad Martigan et s'en vont. Et voilà une bonne chose de faite. Bon bah on peut rentrer chez nous la conscience tranquille. Mais évidemment, ça ne se finit pas là. Un faucon chevauché par un tout petit être tient dans ses serres le bébé. Ces petites créatures se font appeler les Brownies et capturent Willow et Migosh. Alors, qui c'est le géant maintenant? Connard. Mais leur chef demande aux Brownies de libérer les deux Nelwyn. Et ce chef c'est... Un fantôme! Ce fantôme, ou quoi que ça puisse être, apprend à Willow que l'enfant s'appelle Elora Danan et qu'elle a choisi Willow pour la protéger. Le fantôme confie sa baguette à Willow pour qu'il la porte à Finrazel. Qui c'est celle-là encore? Une personne qui pourra guider Willow jusqu'au royaume de Tiraslin où Elora sera élevée par un roi et une reine qui ont de l'argent. Parce que bon, hein, les pauvres fermiers ça va bien 5 minutes, mais elle est promise à un plus gros destin que ramasser les crottes de porc tout le restant de sa vie. Je ne suis pas très grand, même pour un Nelwyn. Mais même lui il le dit, je peux bien l'appeler nain. Non. Il faut qu'Elora reste en vie, afin d'accomplir son destin et provoquer la chute de la reine Bavmorda. Alors de deux choses l'une, recule un petit peu s'il te plaît, t'es beaucoup trop proche de moi, et puis secondo, si c'est si important que ça, t'as qu'à le faire connasse. Mais non mais pourquoi dans tous les films d'Heroic Fantasy, tous les personnages les plus puissants peuvent pas faire les missions à la place des gros bouseux? Alors dans le Seigneur des Anneaux c'était justifié parce qu'il y avait la corruption de l'anneau, mais là c'est juste un bébé quoi. Et surtout ne protège pas Willow, hein, non mais c'est vraiment bonjour, occupe-toi du bébé, bisous, bonsoir. Willow dit à Migosh de partir tandis que lui va retrouver Finrazel accompagné de deux Brownies, Orul et Franjean. Les deux Lilliputiens racontent alors à Willow que Finn s'est fait exiler par la reine Bavmorda sur une île. Willow se rend dans une taverne pour trouver de la bière pour Elora. Mais non, il veut du lait pour le bébé, t'es con ou quoi? Alors je suis désolé, hein, mais si lui il va dans une taverne pour trouver du lait, c'est que c'est lui le débile. Il tombe sur Mad Martigan déguisé en femme car il vient de faire boum boum crac crac avec une femme, mais son mari arrive. Sorcha, la fille de Bavmorda, arrive à son tour dans la taverne avec ses gars sûrs et veut voir tous les bébés de la taverne. Elle repère que Mad Martigan n'est pas une femme parce qu'il est trop musclé. Ah non, mais là c'est le film qui le dit. Toi, tu es très musclé. Tu n'es pas une femme. Ouais, tu as le bénéfice du doute, mais fais attention.
Une bagarre éclate, Madmartigan et Willow en profitent pour s'enfuir. Une course-poursuite commence donc, nos compagnons arrivent à s'échapper. Madmartigan accepte d'accompagner Willow et les Brownies jusqu'à l'île de Finrazel. Ils arrivent à bon port. Bon pour Marseille. Port de Marseille. Et Madmartigan s'en va. Willow se rend sur l'île seule pendant que les deux Brownies s'occupent d'Elora et le Nolwenn met enfin la main sur la sorcière qui est un rat avec une voix insupportable. De retour sur la berge, les méchants guerriers de Bavmorda arrivent à leur tour car ils ont capturé Madmartigan qui leur a tout dit. Ils capturent tout le monde sauf les Brownies qui essayent de les suivre. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Ta jambe. Je la casserai bien en deux. À mon avis, ce ne sera pas facile, esclave, tant que tu seras en bas et moi en haut. Ils seront ensemble à la fin du film? Oui. Ouais. Arrivé au camp des méchants, Razel demande à Willow de lui rendre son apparence, alors il s'exécute et elle se transforme en corbeau, ce qui rend sa voix encore plus insupportable. Les deux Brownies reviennent, frappent Madmartigan avec leur poudre de filtre d'amour là, roulent et Frangin, libèrent tout le monde. Madmartigan s'infiltre dans la tente où se trouve Elora, mais c'est également la tente de Sorcha et comme il est sous l'emprise du filtre d'amour des Brownies, Je t'aime. il déclare sa flamme à Sorcha, qui le menace de lui couper la teub. Un geste crétin et tu seras vraiment une femme. Sorcha est tombé sous le charme, mais Willow et toute sa clique se font repérer, alors c'est parti pour un peu de baston suivi d'un peu de luge. Et après un peu de sport d'hiver, nos deux héros tombent sur un village. L'armée du mal débarque, tout le monde se cache et c'est là que l'on retombe sur Erk, le soldat que l'on avait croisé au début du film. Les soldats ratissent le village, Madmartigan capture Sorcha et la prend. En otage. Ah! Afin de s'enfuir sans Urk et son armée car ils ont peur des hommes de Bavmorda. Vous ne passerez pas. J'ai la ref! Je t'avais pas tué toi? Alors techniquement tu as touché le flanc gauche, donc j'avais pas pu... J'espère que cette fois-ci t'auras la gentillesse de crever. Bref, nos amis s'enfuient avec Sorcha pendant que Urk les protège du reste de l'armée. Sorcha arrive à s'enfuir mais pas le temps de la rattraper, le reste de l'armée arrive. Et nos héros arrivent enfin à Tiraslin. Mais il n'y a personne là-bas, tout est détruit. Razel demande une nouvelle fois à Willow de lui rendre son apparence, mais la transforme en chèvre, ce qui rend sa voix encore plus insupportable, on sait. Imbécile! Ah quand même. Les méchants arrivent, Madmartigan barricade la porte et prépare des pièges avec Willow, mais ce n'est pas le seul danger qui rôde. Dans les parages, des singes géants attaquent. En fait ce sont des trolls. Des trolls? Non mais sérieux, ils sont dégueulasses. On dirait des costumes de singes à 2 € que tu trouves à la foire fouille. Bref, Willow tire sur le troll avec sa baguette, ce qui le transforme en dragon à 2 têtes. Willow veut balancer un de ses glands qui transforme les gens en pierre sur un troll, mais se loupe. Eh bien c'était l'utilisation des glands de Willow, j'espère que ça vous aura plu. Ça fait la bagarre dans tous les sens et Sorcha tombe amoureuse de Madmartigan. Ah bon? Bon bah si je suis sûr que ça peut donner une histoire intéressante entre un personnage tiraillé entre son allégeance et la personne qu'elle aime. Mais non, en fait, elle change tout simplement de camp. Bon bah pour le développement de personnage on repassera. La tête du dragon explose, Urk et son armée arrivent, ce qui fait fuir les soldats de Bavmorda qui ont quand même pu récupérer Elora au passage. Les méchants rentrent à la base, suivis de près par les gentils. Le capitaine informe la reine que sa fille l'a trahi. La reine n'est pas contente et demande à tout le monde de préparer le rituel. Bavmorda se rend sur le balcon et transforme toute l'armée des gentils en cochons. Vous êtes tous des porcs! Des porcs! Des porcs! Oui c'est bon, on a compris. Tout le monde sauf Willow qui a pu se protéger grâce à une formule. Willow retransforme enfin Razel en elle-même. Ce qui rend sa voix encore plus insupportable. Non là ça va. Et la sorcière retransforme tout le monde en humain. Et au petit matin, les gentils mettent donc en place le plan élaboré par Willow, et le combat commence. Pendant ce temps, Bavmorda débute son rituel pour tuer le bébé. Alors que bon, juste la tuer avec une bonne vieille lame, ça suffit pas. Willow, Razel et Sorcha se rendent dans la salle du rituel et commence la bataille entre puissantes sorcières avec des formules magiques comme... ou encore... Eh ben, on est loin des sorts d'Harry Potter. Ah, elle aussi, elle joue à inventer des mots qui existent pas? Boulimique. Mais tous les mots que tu dis existent. T'es vraiment nul à ce jeu. Bavmorda arrive à prendre le dessus sur Razel et Willow lui balance un autre de ses glands qui n'a donc aucun effet sur Bavmorda. Ces glands ne servent à rien et ça m'énerve. Si ces glands ne servent à rien, pourquoi les avoir mis dans le récit? Ces glands vont à l'encontre du fusil de Tchekhov. Oula, mais qui c'est encore celui-là? Alors, une nouvelle fois, si je puis me permettre...
c'est moi qui raconte, c'est moi qui raconte, c'est moi qui raconte. En gros, cette règle a été établie pour donner du sens à la présence d'un objet dans un récit. Si un fusil est accroché à un mur dans l'acte 1, alors il doit être utilisé dans l'acte 3. Cela donne du sens et de la vraisemblance à un récit. Si on utilise un objet qui doit déterminer l'avancement de la quête à un moment donné, cet objet doit être introduit avant, sinon ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas non plus de sens de foutre un objet sans l'utiliser plus tard, c'est complètement con. Pourquoi tu rajoutes des lignes de dialogue où le vieux mage donne des trucs à Willow alors qu'il n'en aura aucune utilité dans le film? Qu'est-ce que ça apporte? Rien. Bref, revenons au film. Willow refait un tour de passe-passe et Bavmorda se transforme en paratonnerre, ce qui la tue. Tout le monde est content, Mad Martigan et Sorcha vont élever l'enfant, alors qu'il y a 2 jours, Sorcha voulait le buter, mais bon, ça on s'en fout apparemment. Willow rentre chez lui, acclamé par son village, en étant devenu un vrai sorcier, et c'est la fin de Willow. Et pour tout vous dire, je ne suis pas fan de ce film. Ouais. Je sais que ce film est carrément culte pour certains et méconnu pour d'autres, mais je sais pas, j'arrive pas à m'accrocher. C'est peut-être aussi de la faute de Ron Howard, c'est vrai que je suis pas fan du bonhomme. Et en fait, Ron Howard me laisse un peu perplexe parce qu'il est aussi capable de faire de bons films comme Da Vinci Code ou Apollo 13 que faire des films vraiment moins bons comme Le Grinch ou Solo, dans lequel il y avait déjà Warwick Davis. C'est le mec qui joue Willow, qui jouait aussi dans La Menace Fantôme. Et qui faisait un Ewok aussi dans Le Retour du Jedi. Mais le film est quand même hyper populaire encore aujourd'hui, et même si j'ai critiqué les effets spéciaux, notamment avec le costume de troll, il faut pas oublier que Willow est le premier film à expérimenter la technique du morphing. D'ailleurs, Willow a eu le droit à une suite en série en 2023, série que vous ne pouvez pas voir. Et non, vous ne pouvez pas la voir parce que elle est nulle. Enfin, si, elle est nulle, mais surtout vous ne pouvez pas la voir parce que Disney l'a enlevée de la plateforme Disney+, ce qui fait qu'il n'y a aucune manière légale maintenant de voir cette série. Voilà, vous pouvez juste la voir via des streamings illégaux ou en téléchargement. Voilà, merci Disney. Balustrade. Quoi? Un mot qui n'existe pas, balustrade. Mais ça existe. Bolgour? Ça existe. Rhododendron? Ça existe. Califourchon? Ça existe. L'Holocauste? Ah ça n'a pas existé. Oh!